Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Sébastien Boussois, qui est docteur en sciences politiques, chercheur au Moyen-Orient et relations euro-arabes, terrorisme et radicalisation, et auteur de ce livre, Les nouvelles menaces mondiales, la grande pandémie du déni, et c'est aux éditions Mardaga. Sébastien Boussois, bonjour. 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 Vous m'entendez bien ? Tout va bien ? Oui, parfaitement. On est connecté, parfait. Alors, les nouvelles menaces mondiales, la grande pandémie du déni, et j'oserais quand même ce mauvais jeu de mots, comment on fait son déni, on se couche. Parce qu'il y a aussi ça, vous parlez de résilience, d'ailleurs vous avez été préfacé par Boris Cyrulnik, mais je voudrais quand même vous poser des questions, un livre intéressant par rapport effectivement à tout ce que vous comparez, d'abord les pandémies, vous racontez, vous refaites l'histoire des pandémies, enfin des épidémies et des pandémies, et ces chocs de peur, ces chocs de sidération qui s'emparent des peuples, parce que ce n'est pas évidemment une histoire française ou européenne, c'est une histoire mondiale que l'on vit en ce moment. Et puis, vous parlez aussi du terrorisme, vous parlez un peu du fait, et vous le dites, que les hommes ont oublié, en tout cas les hommes d'aujourd'hui ou les femmes d'aujourd'hui, ont oublié que l'histoire était tragique et que effectivement les guerres, les tremblements de terre, les massacres, etc., ça jalonne évidemment les millénaires de l'histoire. Et vous dites aujourd'hui, presque, on n'est pas préparé. C'est ça, Sébastien Boussois ? Absolument, on n'est jamais en réalité préparé à la souffrance, on n'est jamais préparé non plus à la mort, et je crois qu'on a oublié en réalité qu'on était mortel. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où tous les dangers nous guettent, et l'avancée de la science, la recherche, l'augmentation de l'espérance de vie nous font oublier parfois que des drames nous dépassent. Que ce soit le terrorisme dans des situations classiques et presque quotidiennes en réalité, au Moyen-Orient par exemple, oui. Il a fallu quand même attendre que ça arrive à Paris, que ça arrive à Bruxelles, que ça arrive à Barcelone pour se rendre compte, ah oui, on peut peut-être être directement confronté à cette menace. Et évidemment, quand on a ce sentiment permanent à la fois de supériorité parce qu'on est dans ces pays dits développés, en opposition aux pays du tiers-monde ou d'autres, on a toujours le sentiment que l'on est invincible. Et je pense que la pandémie est le premier événement du XXIe siècle qui nous fait clairement comprendre que nous ne le sommes pas. Peut-être que le dernier du XXe était le 11 septembre, c'est-à-dire avoir une confrontation à la mort. En fait, c'était déjà 2001. On était déjà dans le XXIe siècle avec le 11 septembre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que voilà. Mais bon, parfois on nous explique aussi que le XXe siècle commence en 1918. Peut-être en réalité, le XXIe siècle commencera en 2020. Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est que nous sommes confrontés clairement à un phénomène tout à fait inédit. Nous, occidentaux, mourrons par milliers, voire centaines de milliers dans les pays les plus développés qui soient. Et ça, je crois que c'est un ébranlement géopolitique complètement inédit et qui va nous forcer, en tout cas, à revoir notre rapport au monde et peut-être probablement aussi ce sentiment permanent que nous sommes aussi supérieurs à d'autres catégories de population. C'est ça, enfin de ne pas avoir effectivement le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres et que nous sommes miraculeusement préservés. D'ailleurs, vous citez Balzac en exergue de votre livre, « Les catastrophes poussent tous les hommes forts et intelligents à la philosophie ». Et en tout cas, c'est un exercice de philosophie, mais en action que vous nous conviez. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même, et justement je vous demandais, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce côté, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas eu ce côté exagération, je parle mondial, parce que très franchement, le Covid, c'est terrible, c'est vrai que c'est la première guerre mondiale, enfin, depuis 45, ou ben, je parle même pas de la guerre froide, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu exagération, est-ce que c'est vraiment une pandémie, ou c'est une grippe beaucoup plus grave ? Parce que l'impression qu'on a, c'est qu'on a eu l'impression, et beaucoup, d'un management de la peur dans tous les pays. Alors, je ne suis pas forcément toujours friand de cet argument de la peur qui serait brandi par tous les médias, peut-être le vôtre comme plein d'autres en réalité, parce que finalement, on a toujours tendance à accuser les médias, mais on ne sait pas véritablement de l'œuf ou de la poule qui agite la peur et pour quel intérêt et pour quel résultat. Je crois qu'aujourd'hui, clairement, oui, nous n'avons pas autant de grippe mortelle, nous n'avons même pas en réalité de gastro-entérite parce que nous avons tous des masques et donc du coup, le chiffre des morts qui est invoqué intègre probablement, oui, des personnes qui seraient quand même mortes.
Mais le problème, c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. Ce sont les Covid longs, ce sont tous ces profils-là. Je dirais, le tout n'est pas de mourir dans une pandémie. Le tout est de continuer à vivre malgré cela dans des conditions extrêmement difficiles pour beaucoup. Il y a des individus qui ont le Covid il y a 1 an. Je connais des personnes qui, depuis 6 mois, n'ont jamais retrouvé le goût et l'odorat. Je connais des personnes qui sont dans des Covid longs, qui ont des douleurs, qui ont toujours des traces du Covid dans le cœur ou dans les poumons. Je crois que nous n'avons pas exagéré. Je crois que depuis des mois, et maintenant depuis plus d'1 an en réalité, par ce qu'on appelle les retours d'expérience, nous aurions dû au moins anticiper. Si nous avions un peu anticipé et pas sous-estimé cette menace, nous aurions moins de morts, nous serions probablement plus organisés en termes de prévention et nous serions aussi plus organisés en termes de campagne de vaccination. Oui, enfin, il faut dire un peu, ni vous ni moi ne sommes des médecins et ni des épidémiologues ni des virologues. Il faut dire aussi que beaucoup plus important que les victimes du Covid sont les victimes du fait qu'on a confiné tout le monde et que vous savez très bien qu'en psychiatrie et dans la dépression, et ça ce n'est pas du Covid directement, beaucoup de gens sont en souffrance et en souffrance terrible. Vous le savez, vous en parlez d'ailleurs. Le vrai problème, il est là. Et quelles sont vos solutions là-dessus, ou qu'est-ce que vous préconisez? Parce que le problème est de se dire où on va se terrer, je veux dire, ceux qui confinent dur, etc. Et peut-être ils ont raison, moi je n'ai pas d'avis, je ne suis pas compétent pour cela. Vous savez, ceux qui disent zéro Covid, toute l'Asie, une partie de l'Asie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, zéro Covid, on confine dur, et s'il y a 3 cas, on reconfine, ou pour vous, la solution européenne ou américaine qui disent, écoutez, il y a l'économie, il y a tout ça, il y a une catastrophe qui se profile si on ne repart pas en activité, donc on essaie de doser avec les vaccins, bien sûr. Quel est, votre sentiment là-dessus ? Monsieur Berkoff, je ne vais pas être passéiste. Ce que je veux dire et ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon ouvrage, c'est que si on avait peut-être fait un confinement dur et ferme, comme certains pays l'ont fait pendant ne serait-ce que 1 ou 2 mois, on ne serait plus aujourd'hui dans cette situation qui est clairement considérée par certains comme une situation liberticide et qui pose des véritables problèmes aujourd'hui économiques, sociaux et psychologiques à des millions d'individus. Si on avait écouté ces retours d'expérience, si on avait essayé de lire en anglais, de lire dans d'autres langues que le français, ce qui se passait en Chine et ailleurs, et en Italie notamment, c'est quand même pas très loin, quoi, l'Italie, on aurait quand même peut-être pu se dire, allez, si pendant 1 ou 2 mois, on avait été sérieux et qu'on avait véritablement coupé ces chaînes de transmission, on ne serait pas dans cette situation, pardonnez-moi l'expression, de merde, plus d'1 an après, où aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation qui est celle du Titanic. On continue à jouer alors que le bateau est en train de s'effondrer. Le confinement, clairement, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il serve effectivement à quelque chose. Ça met des gens dans des situations catastrophiques. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la culture et dans la musique. Ils n'en peuvent effectivement plus. Mais concrètement, quand on enferme les gens, je peux citer autour de moi des cas de parents, de grands-parents qui sont enfermés avec des gamins. On nous explique clairement que les gamins de moins de 12 ans ne sont pas contagieux. Là, j'ai le cas d'une famille où tout le monde a été contaminé, probablement par le gamin. Il est clair que quand vous confinez et que vous enfermez les familles qui ne font que se transmettre le virus, c'est une catastrophe aussi, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et justement, alors, le problème, si vous voulez, est-ce que vous croyez que c'est, et vous en parlez dans votre livre, puisque vous citez justement, vous faites un très bon travail d'historien là-dessus notamment, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu, par l'éducation bien avant cette pandémie-là, cette crise du Covid-19, est-ce que vous pensez que culturellement, je dirais mentalement, on n'est plus préparé à la résilience, on n'est plus préparé au tragique, on n'est plus préparé au fait, vous l'avez dit au début, qu'on est tous mortels et que si on veut résister, est-ce qu'on est structuré aujourd'hui pour résister en fait ? Ma question. Dans une situation où nos sociétés sont ultra individualisées, je crois que l'intérêt général ou la préservation de son prochain ou de son petit-fils ou quoi au caisse, on n'est plus véritablement préparé et formaté pour ça. Si on avait juste renié un chouïa sur une partie de nos libertés, ne pas aller dans des endroits ultra saturés de personnes, ou même si nous sommes en bonne santé, mettons en danger d'autres personnes, je crois qu'on aurait pu forcément, probablement, éviter un certain nombre de drames. On se retrouve aujourd'hui, je dirais, dans une situation où les hôpitaux n'en peuvent plus. On nous dit en gros que le confinement sert à éviter que les hôpitaux soient saturés. Mais à partir du moment où vous avez la Covid et vous arrivez à l'hôpital, c'est déjà le reflet de l'échec d'une politique globale, d'un appauvrissement des systèmes de santé, d'une situation où on vous explique qu'entre le premier confinement et le deuxième, on augmentera les lits d'hôpitaux. Rien en réalité n'a été fait. Moi, j'ai donné
j'ai fait comme disent les musulmans, j'ai fait ma zakat, j'ai donné un peu d'argent pour acheter des respirateurs dans la région bruxelloise, dans un des hôpitaux les plus réputés. Est-ce que c'est pas à l'État de faire ça? J'aspire à ce qu'il y ait un retour de l'État-providence pour qu'au moins on puisse aider un maximum les gens qui se retrouvent en première ligne dans cette situation-là, qui sont complètement impuissants. Nous, on peut être intellectuellement préparés à s'enfermer. Moi, j'ai passé des mois complets, des semaines au moins, en tout cas, enfermé chez moi. Je suis ravi de ça. Il n'y a pas d'emmerdeur, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de tout ça. On écrit des livres, on écrit des articles. Je parle des personnes qui sont aujourd'hui, comme vous l'avez cité tout à l'heure, complètement impuissantes et qui ont besoin de sortir pour travailler, qui ont besoin de gagner leur vie. En Inde, par exemple, toute personne doit sortir. Il n'y a pas de télétravail. C'est presque un truc de riche et de snob, en réalité, cette notion de télétravail dans nos sociétés. Mais la personne qui doit aller gagner sa vie au jour le jour, bien sûr que c'est un drame. Et ça arrive aussi dans des démocraties comme l'Inde, par exemple, où la situation est malheureusement absolument catastrophique. Bien sûr. Restez avec nous, Sébastien Boussois. Après les infos, on va reprendre ceci, parce que vous parlez aussi de la crise du climat, du réchauffement climatique ou du changement climatique. Vous parlez du terrorisme. On va aborder tout cela. Voilà, donc Sébastien Boussois reste avec nous et vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, venir poser des questions à notre invité et réagir à tous les autres sujets abordés, notamment cette idée du Brexit. Est-ce que vous êtes pour un référendum national ou alors ce qui s'est passé justement avec ce président de la FIFA qui a recommandé, enfin a priori recommandé aux femmes de l'équipe arbitrale de ne pas serrer la main du chèque. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous reprenons notre conversation avec Sébastien Boussois, auteur des Nouvelles menaces mondiales, la grande pandémie du déni, aux éditions Mardaga. Sébastien Boussois, justement, on parle des nouvelles menaces mondiales et pas d'une menace mondiale. Alors, avec le Covid, dont vous parlez très longuement et à juste titre, et la notion d'épidémie et de pandémie, il y a aussi effectivement cette notion plus large et qui n'a pas touché de la même façon et pour cause, c'est le réchauffement climatique, en tout cas le changement climatique. Vous parlez de Greta Thunberg et tout cela, et puis vous parlez évidemment aussi du terrorisme. Autre menace mortelle, effectivement, qui a touché l'Europe et l'Occident depuis déjà quelque temps. Mais en même temps, vous le savez aussi bien d'ailleurs, pour le Covid que pour le changement climatique, que pour le terrorisme, il y a la réalité elle est dure, et puis il y a l'auberge espagnole du fantasme, qui n'est pas seulement alimentée, on parlait de la peur par les médias, mais vous le savez très bien, par aussi un certain nombre de politiques de tous bords, droite, gauche, etc., pour des raisons X et Y, qu'elles soient électoralistes ou autres, ou management par la peur, d'entretenir effectivement un certain nombre de fantasmes. Mais en même temps, est-ce que vous mettez un peu sur le même plan ou pas ces trois menaces? Parlons, Covid, terrorisme, changement climatique. En fait, ce que je mets sur le même plan, ce sont ces processus de déni dont j'ai déjà parlé précédemment. C'est-à-dire que s'il y avait une véritable politique d'anticipation, parce que j'ai cru comprendre qu'être homme politique, c'était d'une part prévenir, anticiper, et deuxièmement, de protéger ses propres populations. Et vous le voyez, que ça concerne le réchauffement, que ça concerne le terrorisme ou que ça concerne la Covid, le résultat, il est zéro, ou en tout cas pas loin. On est dans une situation où nos gouvernants, les dirigeants politiques, sont incapables de répondre à leurs deux missions, je dirais, originelles. Donc du coup, ça pose un problème évidemment fondamental, où sans mettre forcément dans la balance les mêmes, enfin en tout cas les trois types de menaces, les origines ou une partie des origines et cette question du refus de la mesure de la gravité de la chose. Vous disiez la question écologique n'est pas sur le même plan, mais en réalité quelles sont ou quelles seront demain les premières, si ce n'est déjà le cas, les premières catégories de réfugiés au monde? Ce ne sont pas les réfugiés de la Covid, pas encore en tout cas, ce ne sont pas les réfugiés de guerre, et Dieu sait si depuis ce qu'on a appelé les printemps arabes, ils ont été nombreux par millions depuis le Moyen-Orient, ce sont les réfugiés climatiques, parce que la situation de certains pays fera qu'on sera obligé de quitter son pays. Qu'est-ce qu'un pays peut faire à ça? Qu'est-ce qu'un pays comme les Pays-Bas, par exemple, qui est dans une situation qui reflète bien derrière le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'un pays comme les Pays-Bas, dont ils savent qu'il y aura 1 tiers à 2 tiers du pays qui sera inondé de toute façon et qui disparaîtra à terme, y compris la Belgique où je suis, il y a une partie de la Flandre qui peut-être demain sera inondée. Comment vous anticipez? Comment vous vous projetez
Il suffit pas d'être Nostradamus. Sébastien Boussois, est-ce que ce n'est pas une modélisation un peu facile, pardon, parce que vous dites, voilà, tout ça va être envahi, tout ça. Écoutez, vous savez très bien ce qu'on donne les modélisations. Pardon, sur le Covid, il y a une Niall Ferguson de l'université d'Oxford qui est venue chez Macron et qui a dit, et vous aurez pratiquement 3 à 4 millions de morts en France au début du Covid. Les modélisateurs sont venus avec leur tableau Excel et nous ont dit, voilà, s'il y a tant là, eh bien, il y aura tant dans 2 ans et tant l'incident. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut dire demain, parce qu'on a eu tellement de choses là-dessus que ça y est, les villes vont être inondées, etc., etc. Est-ce qu'on ne s'avance pas un peu là-dessus, Sébastien Boussois? Oui, Monsieur Berkoff, ce n'est pas de la modélisation scientifique que je vous exprimais. Ce que je vous exprimais, c'est des grandes tendances. Le plus inquiétant est que des scientifiques reconnus comme tels nous ont dit il n'y aura pas de deuxième vague, il n'y aura pas de troisième vague. C'est un petit virus de rien du tout qui est régional, qui restera cantonné à la Chine, qui n'arrivera jamais jusqu'à nous. Donc, la modélisation, bien sûr, ne donne pas toujours les résultats. Dire de la théorie à la pratique, on sait qu'on peut largement évoluer. Exactement. Maintenant, quand on se remet en perspective sur les chiffres, oui, on nous a parlé de chiffres faramineux aux États-Unis, mais quand vous avez un Trump qui vous explique globalement, parce qu'en termes de trauma, de guerre, ils savent ce que c'est, ils le cherchent aussi, mais vous avez aujourd'hui 4 fois plus de morts. Ça, c'était même il y a un mois, avec la Covid, qu'avec la guerre du Vietnam. Et on sait ô combien le traumatisme a été extrêmement important. Ce que je veux remettre dans la balance, ce n'est pas que la question des morts, encore une fois. Je me suis opposé à Comte-Sponville dans une tribune et dans un échange de tribunes il y a quelques mois. Ce n'est pas uniquement empêcher les morts ou protéger les catégories de population âgées, c'est aussi évidemment préserver la vie active, la société jeune, etc. Et ça, c'est un problème et c'est un paradoxe qui m'interroge aussi, parce que quand vous dites, est-ce que ce ne serait pas de l'intérêt des politiques, quel est l'intérêt d'un système ultralibéral qui fonctionne très bien, la bourse cartonne, l'économie marche très bien, on licencie à tour de bras, c'est-à-dire, c'est une situation où le modèle ultralibéral fonctionnait très bien. Quel serait l'objectif de couper et de faire effondrer l'économie depuis quelques mois? Non, je vais vous dire juste un mot. Je n'entre pas dans la théorie du complot en disant tout ça a été organisé. Pour moi, ça, il ne faut pas. Il faut éviter les délires, quels qu'ils soient, d'ailleurs, d'où qu'ils soient. Simplement, vous savez très bien, en historien, que le management par la peur, et c'est pas nouveau, a toujours beaucoup servi. Et non, je sais, tout dépend ce qu'on appelle la peur. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui a peur de tout, etc., par des ascenseurs. Non, mais vous avez peur de mourir. Vous n'avez pas peur de mourir? Sûrement, mais il y a des gens qui s'en fichent en fait. Mais oui, j'ai peur de mourir, oui, j'ai peur d'être malade, mais c'est pas quelque chose qui me... Non mais attendez, Sébastien Boussois, avec le Covid, on instaure quoi? C'est n'importe qui. Écoutez, on est une population aujourd'hui, pardon, mais c'est pour ça que c'est intéressant la discussion. Il y a quoi comme mortalité ou il y a quoi dans les hôpitaux? On a montré à 90%, 95% de gens sains qu'il fallait traiter comme des malades. C'est ça le problème. On a dit, si vous n'êtes pas aujourd'hui traités comme des malades et vous allez tous... C'est ça, ça a été ça le non-dit, pardon. Je veux dire, peut-être à juste titre. Oui. Ce qui m'inquiète au-delà des morts, c'est effectivement les vivants. Ce sont les pathologies et des personnes qui se retrouvent handicapées de manière durable. Et ça, c'est la problématique parce qu'on ne sait encore pas grand-chose de ce virus. Et oui, hélas. Un problème. Maintenant, je vais vous donner, et je suis d'accord avec vous sur l'histoire de personnes saines, malades ou quoi aux caisses. J'ai eu la Covid, j'ai fait partie des heureux élus au mois de septembre. Et 1 mois et demi après, je devais me rendre en Italie. J'ai fait un test PCR prouvant que, etc., tout allait bien. Le test PCR était encore positif. Que m'a dit mon médecin? Il m'a dit, vous l'avez attrapé à nouveau. À ce moment-là, il y avait quasiment aucun cas de recontamination. Et on sait globalement que la recontamination est à peu près faible. Le médecin me dit clairement, comme ça, droit dans ses bottes, que non, je l'avais attrapé de nouveau. J'ai dit, docteur, je vais vous sortir tous les articles scientifiques qui prouvent que ça, c'est juste impossible. Ça veut dire que vous voulez me faire croire que je suis à nouveau malade alors que je suis sain, en pleine santé, etc. Vous avez des cas de gens qui ont fait des tests PCR 2 et 2, de positifs, de négatifs. Je suis d'accord avec vous sur l'histoire du grand flou artistique qui concerne cela. Par contre, pour les personnes qui ont vraiment des symptômes, ça, c'est vraiment des symptômes qui sont
Bien sûr. Mais vous voyez, vous parlez vous-même, et c'est très intéressant, et merci de votre sincérité, de votre honnêteté. C'est-à-dire que les tests ne sont pas, enfin, souvent ne sont pas fiables. On peut avoir 2 positifs, 2 négatifs. Vous avez eu le même sort qu'Elon Musk, qui a raconté qu'en 2 jours, il a eu 2 tests positifs et 2 tests négatifs. Mais pour revenir au fond, et c'est là où moi j'ai l'intérêt de votre livre qui me paraît vraiment fort là-dessus, c'est cette espèce de non-préparation. Je voudrais qu'on revienne là-dessus, vous en avez déjà parlé, Sébastien Boussois, de l'impréparation au tragique de la vie, encore une fois, que ce soit le climat, que ce soit le terrorisme, que ce soit tout cela. Est-ce que vous dites, vous, alors c'est la question que posez, est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec le terrorisme, à vivre avec le virus, à vivre avec le changement climatique ? Écoutez, je vais vous dire que nos pays civilisés, nos pays développés, comme on les appelle, modernes ou postmodernes, ont oublié un peu trop rapidement que l'homme était faillible et que l'homme était mortel. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup voyager un peu partout dans le monde, donc je suis confronté à cette situation où des personnes meurent de pauvreté parce qu'ils ne peuvent pas manger un sandwich dans la journée, à des personnes qui meurent de maladies complètement bénignes pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, la Covid a au moins le mérite de remettre cela en perspective, c'est-à-dire que nous sommes, je dirais, une armée de mortels, et que ce sérum d'immortalité que nous recherchons par rejet ou refus ou effectivement peur de la mort, que l'on peut voir dans un certain nombre de films d'anticipation, de films de science-fiction, nous rappelle éternellement que la mort est une réalité. Où ça a été très violent, en Italie, en France et ailleurs, c'est que nous avions oublié, et c'est valable pour les attentats, c'est valable pour des attaques aux armes bactériologiques en Syrie, au Japon ou ailleurs, par exemple, nous avons oublié la vision de la mort. Ça, c'est terrible. On a tout fait pour essayer de la fuir, pour essayer du coup, en ne la présentant plus, en ne la visibilisant plus, si ça se dit, la faire disparaître. Or ça, on s'est rendu compte que c'était impossible. Des personnes autour de moi qui m'étaient chères sont mortes, enfermées dans un sac et dans un cercueil où personne n'a pu leur rendre un dernier hommage. Ça, c'est tragique. Et je pense qu'à long terme, des personnes qui ont été confrontées par ça, qui demandent un jour national d'hommage, voire plus, toutes ces personnes, par contre, je fais le lien avec votre trauma psychologique de tout à l'heure, souffrent énormément parce qu'on ne peut pas faire ce culte du mort pour démarrer un deuil. Et ça, c'est absolument tragique, et ça va concerner des millions d'individus dans 10, 15 ans, 20 ans, on en reparlera. On est bien d'accord, Sébastien Boussois. Restez avec nous, nous allons recevoir les auditeurs de Sud Radio. Et pour nous appeler, vous connaissez le numéro de téléphone 0826 300 300. Donc vous pouvez évidemment revenir sur cette grande pandémie du déni, et puis sur tous les autres sujets. Faut-il un référendum national pour le Frexit? Et puis le président de la FIFA qui aurait demandé, c'est évidemment pas certifié, aux femmes de l'équipe arbitrale d'éviter les contacts avec le chèque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi? On vous attend sur tous ces sujets. À tout de suite.